Donc, bonsoir à tous, bon jeudi et bienvenue à cette toute première soirée virtuelle SAQ Inspire du Québec dans votre verre, mettant de l'avant nos spiritueux d'ici. Ce n'est pas un secret, les produits locaux ont la cote plus que jamais. Mais sachez qu'avec une croissance de plus de 80 durant les 5 dernières années, cette passion pour les spiritueux québécois ne date pas d'hier, pandémie ou non. C'est donc tout naturel pour nous de supporter cette industrie en pleine effervescence qui constamment offre d'excellents produits inspirants et élaborés par des entrepreneurs passionnés d'ici. Bref, on est bien fiers de ce qui se fait chez nous. Je me présente, Simon Bourbeau, responsable des achats de spiritueux à la SAQ, et j'aurai le plaisir ce soir de m'entretenir avec vous ainsi que nos invités. Je serai également accompagné de ma collègue Julie Perrault, experte produit et véritable encyclopédie d'informations qui agrémentera votre expérience tout au long de la soirée. Nous avons également la chance d'avoir avec nous la talentueuse mixologue et fondatrice du populaire média Un ou deux cocktails et auteure du savoureux livre L'apéro au Québec, Rose Simard, qui est avec nous en studio pour nous préparer plusieurs cocktails qui ont été exclusivement créés pour l'occasion. Bonsoir, Rose. Pour nos vedettes de la soirée, nous avons l'honneur d'avoir avec nous 3 passionnés d'ici qui ont eu le goût de venir partager avec vous leurs produits et leur savoir-faire. On les voit à l'écran. Messieurs, je vous salue. Rapidement, je vous laisse vous présenter à tour de rôle pour les gens à la maison. Alors, bonsoir, François Marquis pour la distillerie Côte-des-Saints. Bonsoir, Lilian Wolfelsberger, distillerie de Montréal. Bonsoir à tous, Philippe Leblanc de la distillerie Mariana. Merci, messieurs. Bien hâte de vous entendre. Et puisqu'on passera la soirée ensemble, est-ce qu'on se permet de se tutoyer? Certainement. Oui, évidemment. Excellent. Merci. À tout de suite. Donc, dès maintenant, voici le déroulement de la soirée. Les 3 produits de votre coffret vous seront présentés à tour de rôle par nos invités. Vous serez invités à vous en servir un verre pour déguster, après quoi Rose nous préparera un cocktail avec chacun d'eux et on vous invite à faire de même à la maison. Donc, pendant la prochaine heure et demie, mettez-vous en mode apéro, que ce soit en coton watté ou en paillettes, tout est permis. Je vous rappelle également que vous pouvez mettre sur pause la dégustation quand vous le voulez et poursuivre quand bon vous semble. Après chacune des présentations, il y aura une période de questions et on vous invite à soumettre chacune d'elles par texto au numéro à l'écran. D'ailleurs, à ce sujet, gardez votre téléphone pas très loin, car il y aura quelques questions quiz permettant à 2 gagnants de se mériter un prix. Cela dit, je sais que vous avez hâte d'entendre nos fabuleux distillateurs, mais avant de passer à la dégustation, je vous propose d'écouter Julie qui nous en dira un petit peu plus sur l'élaboration d'un spiritueux. Merci Simon. Bonsoir, chers producteurs, et bonsoir à tous à la maison. Comme le mentionnait mon collègue, vous ne me voyez pas, mais je serai la voix derrière 2 petites capsules d'informations qu'on avait envie de vous proposer. L'idée étant d'en apprendre un peu plus sur les spiritueux et de laisser nos producteurs aller plus dans le détail de leurs produits respectifs. Mais aussi, et soyez attentifs parce que je vous poserai une question après chacune d'elles qui pourra vous être très payante. La première capsule se veut un peu la façon de démystifier comment on arrive à élaborer un spiritueux. La grande distinction à faire à la base, c'est d'être en mesure de comprendre ce qui diffère la fermentation d'une distillation. Puis pour faire un spiritueux, bien, on va avoir besoin des 2 étapes. La fermentation, c'est quoi? Bien, c'est quand on part d'un liquide sucré, qu'on implique des levures, qui sont en fait des champignons microscopiques, et qu'on fait ça à une température qu'elles vont trouver assez agréable pour se mettre au travail. Les exemples les plus courants, bien, c'est le vin ou la bière, mais si vous êtes amateur de kombucha, c'est un peu le même principe. Dans le cas du vin, bien, notre matière première, c'est du jus de raisin. Et en bref, les levures vont se nourrir du sucre et le transformer en 2 choses, de l'alcool puis du gaz carbonique. Dans le cas d'une bière, on va faire un peu le même procédé, mais on va devoir malter nos céréales pour transformer l'amidon qu'elles contiennent en sucre fermenté cible, donc qui va devenir digeste pour nos levures. Mais l'affaire, c'est que les levures, elles ne sont pas capables de travailler quand le liquide commence à devenir trop fort en alcool. Comme n'importe qui, ça finit par les endormir et on ne sera pas en mesure de dépasser les 16, des fois 17 degrés d'alcool. Maintenant, pour faire un spiritueux, je vais avoir besoin d'une boisson alcoolique, donc un vin, une bière ou un autre liquide qui a été fermenté et qui contient un certain pourcentage d'alcool. Puis, je vais ensuite faire une distillation. L'idée, c'est de comprendre qu'on va procéder en fait à une évaporation. J'espère que vous avez déjà tous fait des pâtes à la maison et vous savez que pour faire bouillir de l'eau, donc pour le faire passer de sa forme liquide à gazeuse, bref, en vapeur, ça prend une température de 100 degrés Celsius. Mais l'alcool, celui qu'on veut, celui que notre foie est capable de métaboliser, c'est l'éthanol. Et lui va s'évaporer à environ 78 degrés Celsius. Quand je chauffe mon liquide alcoolique, mes premières vapeurs vont être de l'alcool et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer le spiritueux, donc l'esprit de spirits, vous me suivez, de ma matière première. Parenthèse ici, vous voyez que je mentionne aussi le méthanol qui est
une forme d'alcool plus simple, mais qu'on n'est pas capable de métaboliser et qu'on doit absolument éliminer pendant notre distillation. Comme c'est celui qui a un point d'ébullition le plus bas, bien, ça va être le premier à sortir de l'alambic. Donc, quand on dit en distillation qu'il faut éliminer les alcools de tête, bien, c'est à ça qu'on fait référence. Comme je mentionnais, l'outil qu'on va utiliser pour distiller, ça s'appelle l'alambic. Je vous en montre un exemple très simple ici pour qu'on s'attarde surtout à son rôle. Il y en existe toutes sortes de modèles, mais c'est sur le même principe qu'une bouilloire. Donc, on fait chauffer notre liquide à la base, puis on va récupérer les vapeurs qui vont se refroidir dans le col de cygne, qui est le tube plus petit en haut. L'alambic traditionnel qu'on appelle le pot still permet de faire des alcools par batch. Comme pour une première distillation, on ne sera pas capable d'aller chercher bien plus que 60 % d'alcool. Donc, des fois, ça peut être un peu moins. C'est pour ça qu'on va pouvoir faire une deuxième, même des fois une troisième, puis il y en a qui vont aller jusqu'à faire une quatrième distillation. Question d'avoir un alcool de plus en plus pur. Mais en même temps, c'est que l'alcool va être aussi de plus en plus dépouillé de sa personnalité. Et c'est pour ça que les alambics de type pot still vont, entre autres, être utilisés pour les whiskies, les rhums et les cognacs, mais justement parce qu'on veut que l'alcool conserve une certaine identité. L'autre modèle d'alambic, c'est le modèle à colonne, qu'on appelle aussi en continu. C'est que l'évaporation va se faire en boucle et sans arrêt, en traversant les chambres qui forment la colonne, d'où le nom en continu, et on va arriver à avoir des alcools qui vont être beaucoup plus épurés. Le maximum qu'on va pouvoir obtenir, c'est 96 % d'alcool pur. Donc, ce ne sera jamais totalement neutre, mais on va beaucoup moins percevoir les saveurs de la matière première avec ce type de distillation. C'est le modèle qu'on va utiliser pour faire de la vodka ou des bases d'alcool plus neutres qui vont servir notamment à faire du gin. Mais ça, ce n'est pas une obligation. La recette classique pour faire un gin, c'est de partir d'un alcool neutre, ou comme vous venez de voir, plus ou moins neutre, puis d'y ajouter obligatoirement de la baie de Genièvre. On va retrouver d'autres aromates classiques, comme la graine de coriandre, qui a une affinité vraiment naturelle avec le genièvre, de par ses arômes un peu herbacés, citronnés. Il y a aussi certaines racines, comme la racine de réglisse, qui a un pouvoir sucrant assez intense, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'amène pas un goût anisé au gin. Il y a les racines d'iris et d'angélique qui vont servir un peu comme en parfumerie à fixer les arômes du gin et à les stabiliser. Puis bon, on comprend que l'univers des botaniques est pas mal à l'infini et c'est ce qui fait la beauté du gin, c'est qu'on n'arrivera jamais à la fin des possibilités gustatives. Enfin, je n'entrerai pas dans le détail pour aborder les façons diverses d'impliquer les aromates dans l'élaboration du produit, mais en gros, ça peut se faire soit par macération, donc on met les aromates en contact directement avec l'alcool avant de redistiller. On peut mettre des aromates dans un panier, ou le fameux gin basket, que si vous avez déjà entendu parler de cette chose-là. Puis, quand on va redistiller, les vapeurs d'alcool vont les traverser puis s'en imprégner. Ou on peut aussi carrément rajouter des distillats de ces aromates à différentes étapes d'élaboration. Maintenant, et je vous demande d'être attentif, la question pour le concours, comment s'appelle l'alambic qu'on utilise surtout pour faire le whisky, le rhum et le cognac? Textez-nous votre réponse en n'oubliant pas d'inscrire votre nom, évidemment, parce que ça va être un peu plus facile pour nous de vous identifier si vous gagnez. Sur ce, je vous laisse au bon soin de Simon pour la suite. Merci beaucoup, Julie. Excellente capsule. Donc, c'est parti. Allons maintenant visiter la distillerie Côte-des-Saints en visionnant la vidéo qui suit. Donc, sans plus tarder, pour nous parler du gin Côte-des-Saints, médaillé d'or du prestigieux concours Gin Masters de Londres, je me dirige vers notre premier invité qui n'aurait pas besoin de présentation, Dr François Marquier, copropriétaire de la distillerie Côte-des-Saints
et qui, comme passe-temps, occupe également le rôle de chef du service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde à la maison. Si tu le permets, François, nous allons laisser le docteur de côté et t'appeler François. Certainement, ça me fait plaisir. Excellent. Donc, c'est un privilège pour nous de t'avoir ce soir et de passer ce moment à t'accompagner dans un contexte, disons-le, plus léger que les soins intensifs et de pouvoir découvrir votre gin. J'aimerais tout d'abord que tu nous parles un peu de toi, de l'histoire derrière la distillerie, mais surtout de qu'est-ce qui se retrouvera dans notre verre ce soir. Parfait. Alors, la distillerie Côte-des-Saints, avant tout, c'est un projet un peu fou, un projet de passionné, un projet qui a évolué autour d'un concept simple qui était vraiment de partager les plaisirs raffinés, les alcools fins. Et le projet a évolué jusqu'à inclure 8 partenaires qui étaient absolument profondément convaincus que le Québec pouvait produire des whiskies extraordinaires. Et ça, c'est vraiment la prémisse de notre distillerie. Et ça nous a amené à concevoir chacun de nos produits avec comme seul souci la qualité. Et ça nous amène à faire des drôles de choix, comme par exemple que les produits vont être relâchés à l'unanimité. Donc, sur les 8, c'est pas une question de consensus pour nous autres, c'est une question d'unanimité. Et si vous êtes la personne responsable là, de la recherche et du développement avec le maître distillateur, c'est un concept qui peut donner un peu froid dans le dos, mais ça va vraiment super bien. Une fois qu'on s'est mis absolument tous d'accord sur ces principes de base-là, on est allé à la chasse de notre maître distillateur et ça n'a pas été facile de le trouver. On a vraiment fait des dizaines et des dizaines d'entrevues localement, nationalement, internationalement, jusqu'à trouver Matt Strickland. Et Matt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a de l'air fort jeune, mais qui a pas mal de métiers derrière de la cravate. Il a été plusieurs fois le récipiendaire de prix internationaux pour des produits qu'il avait développés. C'est un juge dans des compétitions internationales. C'est aussi un professeur de distillation. Et c'est un passionné aussi fou que nous autres de toutes les formes de distillation, particulièrement du whisky et du gin. Donc, on est allé le chercher. Et le résultat de cet amalgame-là, des 8 partenaires et de notre maître distillateur, essentiellement, c'est une série de produits qui, en moins d'1 an, c'est 3 produits qui, en moins d'1 an, ont ramassé 8 médailles internationales, dont l'or à Londres pour le gin, on l'a dit. On a aussi eu l'argent à New York et on en a eu d'autres pour nos autres produits. Et ce dont on est extraordinairement fiers, c'est New York qui nous a décerné la meilleure distillerie de gin au Québec pour l'année 2020. Pourquoi Mirabelle? Les gens nous posent la question. Pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir les champs, d'avoir accès à nos champs. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il n'y avait absolument rien sur le terrain, c'est-à-dire que c'était des champs sur lesquels on a bâti une distillerie. On me posait la question depuis combien de temps vous existez? En fait, il y a quelques années, il n'y avait absolument rien. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir du grain à la bouteille, de maîtriser nos champs et de les avoir dans notre cour arrière. Aussi, qui dit Mirabelle, dit une eau d'une qualité extraordinaire. Le whisky, à la base, c'est le même processus que la bière et on sait à quel point c'est des produits qui sont chatouilleux en termes de qualité d'eau. Donc, pour nous, là, Mirabelle était un choix qui était absolument logique. Notre processus, c'est en fait un processus extrêmement simple de production d'alcool parce qu'on fait absolument tout notre alcool. D'abord, ça commence par un mélange de notre grain, de grains locaux de la région et on va faire notre brassage et notre fermentation sur place avec 2 levures. La première levure est particulièrement bonne pour faire de l'alcool. La deuxième amène vraiment des qualités très, très, très fruitées. Et ça va nous donner une bière qui va titrer autour d'à peu près 6% d'alcool. Déjà là, on va se distinguer parce qu'il y a beaucoup de distillateurs qui, dans un but de rendement, ils poussent leur levure à atteindre le 12, le 15, le 18%, ce qui fait des levures qui sont malheureuses et qui amènent des drôles de goût dans le produit. Si on faisait de la vodka, ça serait pas un gros problème parce qu'après, on ferait un alcool neutre qui enlèverait tout ça, mais nous, on fait du whisky. Donc, déjà, à cet endroit-là, c'est très, très, très important que nos levures amènent les bonnes saveurs. Une fois qu'on a notre bière,
on va faire notre processus de whisky, va demander qu'on fasse une première distillation qui va nous donner les low wines, les premiers vins. Ça va être fait dans un Vendôme, 2800 litres de Vendôme pur cuivre et avec un chauffage à double paroi à la vapeur. Ça a l'air très technique, mais le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup de particules de grains encore dans la bière à ce moment-là. Ça nous empêche de risquer de cuire ces grains-là parce que le problème, c'est que si on grille ça, il n'y a absolument aucune façon de changer cette saveur-là, puis il faudrait jeter la batch. Et ensuite, ces premiers vins-là vont être remis dans le même Vendôme pour faire du whisky. Et c'est là qu'on va faire notre première coupe qui va être extrêmement agressive. Alors, les gens savent que, au début, on se débarrasse du méthanol. Après ça, la première partie, c'est vraiment les têtes. Et les têtes, c'est pas des produits intéressants, c'est pas nécessairement poison, c'est juste vraiment pas bon comme goût. Et ensuite, on a la partie qui est le cœur, qui est vraiment le bon alcool, et la dernière partie qui est les queues. Pour vous donner une idée, ça sent un peu la vieille chaussette, ça sent le running shoe qui a été oublié dans un casier. On essaie d'éviter ça aussi. Maintenant, beaucoup de distilleries, pour un souci de rentabilité, vont prendre un peu de tête et un peu de queue. Et des fois un peu généreusement en se disant qu'ils vont cacher tout ça après 15 ans dans le baril. Honnêtement, ça fonctionne après 15 ans de baril pour cacher ces saveurs-là. Nous, c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire. C'est que non seulement on ne prend que le cœur, mais on prend le cœur du cœur. Et ça va nous permettre d'avoir des alcools, dans le cas du whisky, qui est délicieux là, déjà à la sortie de l'alambic. Après ça, naturellement, il faut mettre ça dans un programme de baril. Côte-des-Saints travaille sur un programme de baril extrêmement précis et extrêmement ambitieux. En fait, on collectionne des barils qui doivent être exceptionnels, des barils pour la plupart extrêmement âgés. On a des barils qui ont plus de 20 ans ou 30 ans d'âge. Des noms un peu qui font rêver, Pedro Ximénez, de l'Armagnac. On a des barils qui viennent du Japon en chêne japonais. Pour le gin, la technique est différente. Là, on va prendre nos low wines qui viennent du Vendôme, on va les mettre dans un autre alambic. Je pense que ça doit être un alambic complètement différent. Celui-là, c'est un Specific Mechanicals à 2 colonnes, 22 plaques, qui va nous permettre d'avoir notre alcool neutre. Mais notre alcool neutre, on va tricher un peu. On ne va pas l'amener complètement neutre, on l'amène à 94-95%, ce qui permet vraiment de conserver l'esprit du grain qu'on va retrouver en finale. Parce qu'à la base, on est des producteurs de whisky. C'est absolument important pour nous autres que notre signature de producteur de whisky 100% orge se retrouve là, même dans notre gin. Et ça, c'est un peu notre botanique secret dans notre gin. La troisième distillation, elle, va se faire encore une fois dans le spécifique avec nos botaniques qui sont tous sélectionnés vraiment pour la qualité et ce qu'ils vont apporter à notre saveur. Et après ça, l'étape très importante du repos en oxygénation qui va permettre là, aux saveurs de se stabiliser. Si on ne faisait pas ça, des fois, on goûte à ça dans un gin que la première gorgée et la fin de la bouteille ne goûtent pas la même chose. Et ça, c'est le repos qui nous permet d'empêcher ça. Le contact avec l'oxygène va stabiliser le produit. Les particularités de notre gin, c'est le gin qui aime le froid. C'est un gin qui est absolument saturé en saveur, ce qui fait que si vous décidez de le garder au frigo ou au congélateur, vous allez en fait voir de la saveur. Vous allez passer d'un produit qui est complètement transparent à un produit qui est opalescent, comme si on avait mis une petite goutte de lait dedans. C'est absolument normal. C'est vraiment la saveur qu'on voit qui sort en émulsion. Si la bouteille réchauffe, elle va redevenir transparente. C'est important de le savoir parce que si vous rajoutez de la glace ou vous rajoutez de l'eau, vous allez reproduire aussi ce phénomène-là. Et ça vous donne en fait accès à 2 produits en un parce qu'il y a des belles chicanes qui sont en cours à savoir est-ce que le gin est meilleur à température ambiante ou froid. Et ça dépend vraiment de vos papilles. C'est vraiment pour chaque personne. La façon de le boire, parce qu'il a été vraiment conçu pour la dégustation pure ou en cocktail, mais il est vraiment bon pur, c'est que souvent la première erreur, c'est que les gens vont prendre une toute petite gorgée, alors que ça prend 3 bonnes gorgées. Je vous invite à l'essayer. La première, c'est un peu pour réveiller vos papilles. La deuxième va vraiment amener le goût. Vous allez vraiment sentir le goût. C'est à la troisième que vous savez vraiment si vous appréciez. Et ici, ce que vous allez sentir, c'est un nez qui est très épanoui. Et quand vous allez le goûter,
ce que vous goûtez vraiment, c'est une constance. Vous allez sentir tous les goûts, les agrumes, notre lime un peu spéciale qu'on met entière. Et à la fin, au lieu d'avoir l'alcool, l'espèce de brûlure de l'alcool, vous allez sentir l'esprit du grain. Vous allez vraiment sentir et goûter la céréale en finale qui donne quasiment l'impression que c'est sucré, alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucun sucre ajouté. Dans un gin, on ne pourrait pas de toute façon. Pin, forêt, écorce, c'est citron exotique, c'est pas tout à fait le citron, cardamome, romarin salé, c'est ce que vous allez avoir. Et pour l'intérêt du tripeux de gin, il y a à l'intérieur certains produits comme la racine d'iris qui est vraiment là pour soutenir le goût, qui fait en sorte justement que vous allez avoir cet équilibre-là où il y a un nez qui est bien épanoui, mais après ça, une longue constante avant la finale. Alors, je vous invite à déguster ça de votre façon préférée, que ce soit température de la pièce comme le font les juges dans les concours ou directement au froid ou dans un cocktail. Toutes les façons sont bonnes et santé. Excellent. Merci beaucoup, François. C'était super intéressant. Et on a hâte aussi d'aller vous visiter à Mirabel, directement sur les lieux. À la maison, c'est le temps de sortir le mixologue qui sommeille en vous. Je me dirige donc vers Rose qui nous préparera notre premier cocktail de ce soir avec le gin Côte des Saints. Bonsoir tout le monde, je suis super contente d'être avec vous en ce beau jeudi. Et jeudi, c'est la journée des cocktails, alors c'est thématique. Donc, pour honorer un gin aussi délicieux que le Côte des Saints, là, j'ai de l'air vendu, mais je le trouve vraiment, vraiment délicieux. Vous avez eu la chance de le goûter, alors je suis certaine que vous êtes d'accord. J'ai pensé faire un classique que tout le monde aime, c'est-à-dire le gin tonic. Mais on va quand même faire une petite twist parce que quand même, on veut élever un peu notre niveau de mixologue. Alors, j'ai pensé à ajouter des petits ingrédients qui vont peut-être rappeler le temps des fêtes. Et, quoi de mieux qu'un petit cocktail du temps des fêtes comme elles approchent à grands pas. Vous allez voir, même les autres recettes que je vais vous présenter ce soir sont inspirées de Noël. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, dans un jigger, une mesure, si vous avez, vous pouvez mesurer 1,5 onces de gin. Et vous allez le verser dans votre shaker. Ensuite, on va y aller avec du jus d'orange, idéalement fraîchement pressé, parce que ça va vraiment être plus rafraîchissant qu'un jus d'orange qui existe déjà dans une boîte. Alors, si vous pouvez opter pour le fraîchement pressé, c'est vraiment mieux. Donc, le jus d'orange, on va en verser 1 once. On va également ajouter un peu de sucre dans tout ça. Donc, ce soir, j'ai décidé d'y aller avec du sirop d'érable. C'est un ingrédient qu'on a tous dans notre frigo. Donc, quand on reçoit de la visite, quand c'est possible, c'est toujours le fun de savoir qu'on a des ingrédients à portée de main pour faire des cocktails. Alors, on va verser seulement une demi-once parce qu'on ne veut vraiment pas que ce soit trop sucré. Et voilà. Puis, on va ajouter un petit aromate. Donc, on va ajouter une branche de romarin. Et là, si vos branches... Les branches de romarin sont sur le party. Alors, si vos branches de romarin sont assez longues, je vous suggère de les couper en deux. On ne veut pas cacher les arômes de notre gin, on veut juste vraiment les élever. Alors, pas trop de romarin. On peut le frotter un petit peu comme ça avant de le mettre pour libérer ses arômes. Et puis là, on va être rendu à mettre de la glace dans notre shaker. J'ai pris un petit peu d'avance sur vous. La mienne est déjà dans mon shaker. Alors, on y va comme ça. On tient les deux parties de notre shaker, très important. On ne veut pas d'explosion. Ce soir, on veut seulement des explosions dans notre bouche. Alors, on va shaker. Le but, c'est de diluer le cocktail et de le rafraîchir. Alors, donnez-y tout. Je suis certaine que vous avez une grosse semaine, alors laissez passer ça dans votre shake. Une fois que c'est bien shaké, on va venir double filtrer notre cocktail dans un verre rempli de glaçons. Alors, c'est important, on utilise des nouveaux glaçons parce que si on utilise des glaçons qu'on a shakés avec, on va avoir plein de petits morceaux de glace. La dilution va se faire plus rapidement. Ça va être moins beau, moins frais. Donc, c'est important de prendre des nouveaux glaçons et également, très important, de remplir notre verre de glaçons. Donc, jusqu'au bout, parce que plus il y a de glaçons, plus c'est froid, moins ils fondent. Note de science aujourd'hui. Alors, c'est important, le cocktail va rester froid. Puis également, ça va vraiment prendre toute la place dans notre verre. Fait qu'on va pas venir diluer notre cocktail avec le tonic. On va pas venir tout cacher, encore une fois, notre gin. On veut un bon ratio. Alors, la petite passoire fine ici, si vous l'avez, bien, c'est le fun parce que ça va venir récolter les petits bouts de romarin qu'on veut pas nécessairement dans nos dents. Mais si vous en avez pas, c'est pas la fin du monde non plus.
Et voilà. Avant de mettre le tonic, je vais tout de suite garnir avec une petite rondelle d'orange qui va rappeler l'ingrédient de notre cocktail. Et voilà, moi j'aime bien les déposer comme ça sur le dessus avec de grandes pinces à sourcils que je suis certaine que vous avez à la maison. Donc vous pouvez utiliser vos doigts, surtout si c'est votre cocktail, il n'y a pas de problème. On va venir allonger avec le tonic. Et voilà, vous avez vu, ça donne environ 2 onces et demie. Donc comme ça, on a vraiment toutes les saveurs de notre cocktail. Puis ça ne goûte pas juste le tonic, c'est vraiment important. Comme je disais, il faut honorer le délicieux gin Côte des Saints. On va terminer en rappelant notre ingrédient, notre petit aromate. Donc, on va ajouter une petite tige de romarin. Ça fait aussi le petit côté temps des fêtes que je vous parlais. Donc, pour bien faire ressortir les arômes de notre romarin, on vient le secouer comme ça avec beaucoup d'élégance sur le contour de notre verre. Et si, je ne suis pas chez vous pour vérifier, là, mais je suis certaine que ça sent beaucoup plus dans votre cuisine. Puis que vous sentez là, qu'on s'approche de la fin d'un délicieux cocktail. Alors voilà, ça vous donne le CDS branché, un délicieux cocktail qui est inventé pour la soirée et que vous pouvez retrouver également sur le site de la SAQ dans l'espace cocktail. Alors j'espère que vous allez apprécier le reste de votre soirée et ce cocktail, bien sûr. Merci beaucoup, Rose. Ça fait vraiment saliver tout ça et ça commence fort bien la soirée. Mon nom est Julie Perrault. Je vous rappelle que vous ne me voyez pas malheureusement, mais je suis là pour vous accompagner dans les questions et déjà, on en a plusieurs qui sont entrées. Je vous invite à continuer à le faire. Alors, si vous me permettez, j'ai amorcé la première période de questions avec celle-ci, pardon. On demande, Dr Marquis, si vous aviez à recommencer votre projet, est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez aimé changer? Et là, on pose la question peut-être au niveau soit de l'emplacement ou du matériel de distillation, tiens. Je vous dirais que le Vendôme était un extraordinaire bon premier choix. Avant, on avait un autre alambic pour faire le gin et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait, pour des questions de volumétrie, passer à un Specific Mechanicals qui nous donne aussi beaucoup plus... c'est une machine beaucoup plus complexe à utiliser, mais qui donne beaucoup plus de flexibilité. Honnêtement... comme on dit, avoir su, je pense que c'est au niveau où on aurait tout de suite acheté le Specific Mechanicals du premier coup. OK, merci beaucoup. Tiens, une autre question sympathique ici. On aimerait savoir comment Dr Marquis, après une dure journée à l'hôpital, quand il veut se gâter, il se sert quoi comme cocktail? Dr Marquis adore ses alcools relativement purs. Quand je veux un gin tonic, honnêtement, je vais prendre le tonic le moins de saveur possible pour le laisser, vraiment laisser le gin transparaître. Mais j'aime bien mes gins et mes whiskies vraiment purs. Et je ne cacherai pas que j'aime aussi un bon verre de vin rouge. Excellent, un authentique. Tiens, j'ai une autre question. On me demande, est-ce que, à part la région de Mirabel, est-ce qu'il y avait d'autres endroits qui auraient pu vous intéresser pour démarrer votre entreprise? En fait, si on regarde les gens à l'origine du projet, là, entre autres, mes amis et collègues, les frères Dubé, sont des gens du coin. Parmi les autres, en fait, il y a à peu près juste moi et mon épouse qui sont pas des gens de la région ou dans les alentours. C'est nous autres, les gens de Montréal, qui sont venus apprendre à connaître Mirabel, mais les autres étaient des gens du coin. Ça fait que c'était un choix naturel pour eux autres. Ils voulaient pas aller ailleurs. Super, merci. Une question qui arrive aussi. J'aimerais savoir si le docteur Marquis et ses collègues, si vous avez en fait une distillerie dans le monde qui vous a inspiré. En fait, il y a plusieurs distilleries dans le monde qui nous ont inspirés. Toutes les grandes distilleries qui ont fait des produits qui font rêver, qu'on salive à l'idée de goûter leurs produits. Mais je ne cacherai pas que Cavalan, en espèce de petits nouveaux qui sont venus un peu de nulle part et qui ont sorti des produits qui ont comme remporté tous les honneurs relativement rapidement, nous ont un peu paver la voie en disant, écoutez, c'est faisable si vous mettez assez d'énergie puis que vous faites attention. Il y a quelqu'un qui a été capable de le faire sans avoir une tradition de 200 ans de whisky. C'est un peu ce qui nous a donné le courage de dire, écoutez, ça se fait là, dans le whisky. On peut arriver quelque part sans attendre 8 générations. C'est vraiment génial tout ça et très inspirant. Merci à tout le monde et merci à vous, Dr Marquis, pour vos réponses. Maintenant, juste avant d'aller vous présenter notre prochain invité, je vous propose de regarder une capsule vidéo qui fait en fait quelques clins d'œil à l'univers du rhum.
On associe le rhum aux Antilles et ce n'est pas faux. Ce serait Christophe Colomb, grand navigateur au 15e siècle, qui aurait été le premier à importer la canne à sucre d'Asie puis à la planter sur les îles qu'il parcourait, l'environnement chaud et ensoleillé étant vraiment favorable à sa culture. Il y aura par la suite une industrie sucrière à grand déploiement qui va s'orchestrer, puis on va rapidement trouver une façon de réutiliser une partie des déchets de la transformation du sucre, la mélasse, mais je vous en reparle dans un instant. Or, ce que les Grecs appelaient autrefois le roseau qui fait du sucre sans avoir besoin des abeilles, pousse en grande quantité dans les îles qui devenaient, à l'époque des grands voyages sur les océans, tour à tour propriété des colonisateurs qu'ont été les Anglais, les Français et les Espagnols, et qui seront à l'origine de différents styles de rhum, évidemment, de par leur culture. Et là, je vous reparle du sucre. Comment on l'obtient? C'est en chauffant le sucre de la canne, ce qui va finir par la faire cristalliser. Mais on va toujours rester avec une partie liquide à la fin du processus qu'on va appeler la mélasse. Au lieu de s'en débarrasser, on va simplement la faire fermenter. Donc, on va commencer à comprendre le principe. Donc, avec des levures pour obtenir une boisson alcoolique. Puis ensuite, comme mentionné dans la capsule précédente, on va procéder à une distillation dans un alambic pour concentrer tout ça. C'est la façon la plus commune pour faire du rhum, mais on pourrait aussi partir directement du jus de la canne à sucre, qu'on appelle le vésou, et qui va nous donner des rhums avec beaucoup plus de caractère. Ça va être le cas notamment des rhums qu'on appelle agricoles. Vous voyez encore une fois, l'influence que va prendre la matière première dans l'élaboration des spiritueux est importante. Je vous ramène au fait qu'on est à l'époque où les plus grandes puissances navales cherchent de nouvelles terres, une route vers l'or et les épices. Or, les bateaux étant de plus en plus gros et partis en mer de plus en plus longtemps, avec des équipages plus nombreux aussi, les vivres étaient calculés et comme l'eau des tonneaux finissait par croupir et devenir infecte, on apportait toujours des réserves de rhum, mais aussi de gin, selon notre origine. Et chaque marin recevait une ration quotidienne qu'ils allaient pouvoir couper avec de l'eau. Et là, au plus haut des références, attention, on parle d'un 20 onces par jour de rhum ou de gin, qu'on appelait d'ailleurs Navy Strength, à cause de la nécessité de titrer autour de 57 % d'alcool. C'est élevé, me direz-vous, mais pourquoi on faisait ça? De un, parce que ça libérait de l'espace de stockage, mais surtout, c'était pour éviter que la poudre à canon qu'on transportait perde ses propriétés explosives en cas de casse à la cale. Maintenant, une partie un peu plus ludique avec quelques mythes autour du rhum. Comme on peut l'imaginer, les épopées sur l'eau connaissaient leur lot de déserteurs et de mutineries, mais une fois que tu vires ton chapeau de bord, tu n'as pas bien le choix. Tu ne peux pas retourner dans ton pays où tu vas être traité comme un criminel. Donc, c'est pourquoi la piraterie va connaître son âge d'or en même temps que les guerres entre les colonialistes au 17e et 18e siècle. Puis les pirates devaient bien trouver une façon de recruter pour multiplier leur équipage. Une façon de faire qui était peu orthodoxe, c'était de récupérer les marins des différents empires qui faisaient escale sur les îles et qui, trop sous encore au matin, manquaient l'appel du départ en mer et se retrouvaient seuls, alors obligés de servir pour les équipages rebelles afin d'assurer leur survie. Autre clin d'œil, c'est au célèbre pirate qui a été popularisé par Hergé dans les aventures de Tintin. Le pirate Rackham le Rouge a bel et bien existé. De son vrai nom, Jack Rackham, ou Calico Jack, qui était son surnom en raison des vêtements flamboyants qu'il aimait porter, a même inspiré le personnage de Jack Sparrow dans le film Le Pirate des Caraïbes. Ils ont d'ailleurs utilisé le même pavillon qui était le sien, donc un pavillon noir avec le crâne et les sabres que vous voyez à l'écran. Mais bref, notre Jack Rackham est en fait un marin anglais qui, devant le refus de son amiral d'attaquer un navire français, aurait soulevé une mutinerie à bord pour destituer son chef, l'a abandonné sur un petit bateau à voile, puis est alors devenu un pilleur de navires. Il semblerait que c'est après une nuit trop arrosée que lui et son équipage auraient plus tard été capturés par ses anciens compatriotes britanniques avant d'être pendus haut et court. Comme dit Lisa Leblanc, pas le temps de niaiser. Mais ce que l'histoire raconte, c'est qu'ils avaient tellement festoyé au rhum que personne n'aurait offert de résistance lors de l'attaque, et c'est un peu ce qui aurait causé leur perte. Enfin, il semblerait qu'à la mort de l'amiral Nelson en 1805, un personnage hautement reconnu pour son courage et ses victoires d'envergure, son équipage aurait voulu protéger sa dépouille pour l'honorer une fois revenu en Angleterre et ont mis son corps dans un fût de rhum pour le préserver. Arrivé sur la terre ferme, il n'y avait plus de rhum dans la barrique, mais il y avait des petits trous qui avaient été percés en dessous. Je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer, mais je vous donne un indice. Jusque dans les années 70, où la ration quotidienne était encore distribuée aux marins
bon, en moins grande quantité, mais les marins faisaient encore le toast en évoquant Nelson's Blood. Alors, c'est ce qui conclut la capsule. Je vous pose maintenant la deuxième et dernière question vous permettant de participer au tirage. Quelle a été, au plus fort des époques, la quantité de rhum par jour à être allouée aux marins? Et maintenant, à toi, Simon. Merci beaucoup, Julie. Plein de beaux faits intéressants et disons assez surprenants sur cet univers des rhums. C'est maintenant le temps de notre deuxième invité. Nous changeons complètement de répertoire cette fois-ci avec le petit nouveau au nom accrocheur de la distillerie de Montréal, soit le rhum épicé L'Apresski. Et pour nous le présenter, nous avons nul autre que le maître distillateur Lilian Wolfes-Berger. Mais Lilian, avant de te passer la parole, je vous propose d'écouter la vidéo suivante. Alors, bonsoir Lilian. Bonsoir. Nous aimerions t'écouter au sujet de ce nouveau rhum et aussi en savoir un petit peu plus sur cet alambic, disons-le, plutôt particulier qu'on peut retrouver à la distillerie de Montréal. Alors oui, effectivement, la distillerie de Montréal travaille depuis maintenant presque 5 années avec un alambic charentais à double distillation qui est fabriqué par chez Chalvignac, une maison dans le Cognac qui produit des alambics depuis plus de 150 ans. Et Chalvignac, c'est eux qui font Hennessy, Grand Marnier, Rémy Martin. Et en fait, le nouvel alambic qu'on vient d'acheter, qui est un 25 hecto, puisqu'on a déjà un 6 hecto, c'est un 25 hecto qu'on a demandé avec Colonne. Pourquoi avec Colonne? Parce que en ce moment, dans les Antilles, il y a une distillerie qui est en train de sortir du lot, qui s'appelle A1710. Et A1710 travaille avec un Charentais, mais sur Colonne, à 8 plateaux. Et nous, on a demandé un alambic un peu plus gros, mais la même colonne, pour pouvoir aller jouer un peu sur les arômes quand vient le temps de distiller. Voilà. Si on parle de l'après-ski, en fait, à la distillerie de Montréal, notre profession à nous, c'est de travailler les rhums, et notamment la mélasse. On produit 3 rhums à la distillerie de Montréal, dont un rhum que je peux annoncer ce soir, puisque c'est tout frais. On a gagné la médaille d'or sur notre rhum blanc, qui est une mélasse de fantaisie. On fait déjà le rhum épicé, que les gens ce soir doivent déjà connaître, qui est le Rosemont épicé. Et le tout dernier qu'on a sorti, c'est l'après-ski. Alors pourquoi l'après-ski? Parce qu'on a eu une visite à la distillerie. Régulièrement, on a le groupe de l'ITHQ qui vient nous voir en visite, et avec les futurs sommeliers et futurs chefs. Et puis, je leur ai présenté ce projet ici même, dans mon laboratoire. Comme vous pouvez voir, je vous accueille dans le laboratoire ici ce soir, là où j'élabore les alcools, où je contrôle les levures, les fermentations. Et en leur faisant goûter ce produit qui était fait en petite batch, tout de suite, ils l'ont aimé, et je leur ai dit de quoi je m'inspirais pour le faire. Étant d'origine alsacienne, les marchés de Noël sont très importants en Alsace, et c'est clou de girofle et cannelle, et puis parfois du gingembre. Alors, dans ce rhum-là, on a voulu développer vraiment la gamme, comme si on était dans un marché de Noël, et les étudiants, en le goûtant, ont fait « Ah, mais pourquoi vous l'appelez pas après-ski ?» Alors, en clin d'œil un peu aux étudiants de l'ITHQ, on a décidé de l'appeler l'après-ski. Voilà. Dans les autres gammes de produits que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, puisque après ça, on va déguster ensemble l'après-ski. On produit 3 gins à la distillerie de Montréal. Un gin qui vient tout juste de sortir, qui est une édition limitée, un gin de Noël qu'on a fait avec Madame Gin, qui est une distillation de clémentine, d'orange amère. On utilise l'orange amère dans notre orange électrique. Ce sont les mêmes oranges que chez Rémy Cointreau et Grand Marnier. Donc on prend ce type d'orange-là, on les fait infuser, on les distille, et puis avec la clémentine, ensuite on fait un assemblage avec notre baie de Genièvre. Les 2 autres gins que nous avons ici, là encore une avant-première, médaille d'argent pour le gin
rose de Montréal, qui est fait avec de la canneberge, rhubarbe et baie de Genièvre. Donc là aussi, distillation de rhubarbe, distillation de canneberge, assemblage des alcools, puis ensuite affinage avec la baie de Genièvre. Pour utiliser notre baie de Genièvre, on utilise une baie de Genièvre, on prend la méthode hollandaise, ça s'appelle. Donc on a des oreillers en coton. Ces oreillers en coton, on les remplit de baie de Genièvre et on les frappe avant de les faire infuser. Et puis ensuite, on distille. L'autre gin que j'ai, c'est un peu un clin d'œil, parce que je suis un grand fan du Hendrix, et j'ai voulu faire quelque chose où l'arôme dure plus longtemps que le Hendrix. Et on prend du concombre, avec lequel on fait un jus, mais on garde la peau du concombre. On fait infuser notre concombre, on le distille, et ça, c'est 65 kilos de concombre pour faire une commande à peu près de 200 caisses. Et on le distille, et ensuite on l'assemble avec de la baie de Genièvre et un petit affinage d'alcool de cassis. L'autre produit que j'ai, et là en fait c'est là où moi toute ma tradition provient de ça, c'est les alcools de fruits, puisque en fait je suis issu d'une famille de distillateurs. Je suis la 5e génération. Mon arrière-arrière-grand-père c'était sa profession, était distillateur, donc bouilleur de cru ambulant. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme de maître distillateur par rapport à mes ancêtres et pour un peu parce qu'ils ne sont jamais appelés maîtres, alors je vois pas pourquoi je m'appellerais maître. La pomme, on a gagné la médaille d'argent en Europe, et ça pour moi c'était la plus belle chose, puisque on était en compétition avec les pommes européennes, et c'est la première fois qu'une pomme hors Europe gagne dans un concours européen la médaille d'argent, toujours au concours de Bruxelles. L'autre alcool que l'on produit, c'est un alcool d'érable. Il s'appelle le Laurentia, un sirop d'érable que l'on fait fermenter, que l'on distille et qui a été affiné pendant 3 ans dans des fûts d'érable et ensuite affiné et ajusté à 43% d'alcool avec de l'eau d'érable qui provient de Mirabel justement. Et enfin, on fait un whisky puisque ça fait 5 ans qu'on existe et dès le départ, on a commencé à travailler l'orge, le blé et le maïs. Et on a voulu faire un whisky avec des fûts 100% québécois, mais on est en train de varier la gamme avec d'autres fûts qui viennent un peu de partout à travers le monde, mais surtout de France et des États-Unis. Et là encore, on a eu une médaille d'argent à Bruxelles. Donc, pour la première fois, on envoyait des alcools au concours. On a gagné 4 médailles dans 4 alcools différents. Et c'est une première pour le plus vieux concours de spiritueux au monde. Félicitations, Lilian. Que de gagner dans 4 catégories. Merci beaucoup. Que de gagner 4 médailles différentes. Alors on était pas mal fiers parce que c'est du boulot depuis maintenant 6 ans qu'on est là, qu'on travaille, et de voir un peu on va dire la reconnaissance internationale de par nos pairs, puisque dans ce concours-là de Bruxelles, c'est à la fois des distillateurs, en fait c'est quasiment que des distillateurs ou des œnologues. Voilà. Donc et pour terminer, excusez-moi, j'ai pas fini, on fait un pastis aussi, le pastis de Montréal. On fait un amer qui est l'orange électrique, et on fait une vodka, la vodka Rosemont, pour laquelle on a gagné aussi à Londres le concours de champion du monde des vodkas. Avec de l'eau d'érable, on récupère autant des sucres, l'eau d'érable, on la stabilise avec l'alcool, on la distille sur charentais 2 fois, l'eau d'érable, et puis ensuite on la laisse s'affiner 6 mois en cuve en stainless pour apporter vraiment une rondeur, une finesse qui est vraiment en fait qui se distingue vraiment des autres vodkas. Je pense que c'est le temps de passer un peu à la dégustation. On est tous là pour ça. Je vais prendre un verre. Alors, pour vous expliquer rapidement, nos rhums à la distillerie sont faits avec 2 types de mélasse. Les rhums épicés sont faits avec de la mélasse dite de la mélasse verte, et le rhum blanc est fait avec une mélasse, la mélasse dite de fantaisie. Mélasse donc qui fermente à une très basse température, que l'on fait fermenter entre 7 et 11 jours, à la différence des autres distilleries, donc dans les Antilles, où la fermentation se fait en 48 heures maximum. Nous, on est vraiment avec une fermentation très lente, et les rhums épicés se font avec la mélasse verte, que bon nombre de Québécois connaissent, puisque c'est la même mélasse qui est utilisée dans la pâte d'ours, les pâtes d'ours, les biscuits à la mélasse, et tout ça.
Donc, si on commence à le goûter, alors déjà, j'informe tout le monde, si vous voyez un dépôt au fond de votre rhum, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on n'utilise que des épices naturelles, dont le gingembre et la cannelle, et que c'est normal qu'il y ait un dépôt qui se fasse comme les grands vins, comme les grandes bières. Donc, nos rhums, on les fait fermenter sur mélasse, comme je vous expliquais. Ensuite, on les distille 2 fois. Bon, la première distillation, c'est ce qu'on appelle les brouillis. La deuxième, comme l'expliquait le docteur tout à l'heure, c'est la bonne chauffe qu'on appelle dans le jargon de la distillation. Et la bonne chauffe, c'est là où on élimine les têtes, ou qui contient du méthanol. C'est extrêmement nocif. Et ensuite, on est dans le cœur de chauffe. Nous, nos cœurs pour les rhums de chauffe, les premiers litres vont couler à peu près à 72, 73. Et on va tirer notre cœur de chauffe en fonction de la distillation. C'est là où le bouilleur de cru à l'alambic va décider ce qui est bon ou pas, puisque ça peut varier en fonction de la mélasse à chaque fois. Mais généralement, nos cœurs de chauffe sont coupés entre 59 et 62. Donc, si on regarde un rhum assez clair, qu'on filtre très peu, une fois que notre cœur de chauffe est extrait, on le met en cuve, on le laisse s'affiner dans des tonneaux de chêne, du chêne américain, et puis on le retire. Donc, vous voyez, la couleur assez claire est obtenue par le chêne. Et si on sent au nez, le premier nez que l'on a quand on sent l'après-ski, c'est la cannelle. On a la cannelle en premier nez, mais on sent aussi tout de suite un sucre résiduel. Ce sucre résiduel, c'est notre caramel que l'on fait nous-mêmes avec du sucre de canne. Et ce caramel permet de faire ressortir la cannelle. Et puis, il y a des arômes de mélasse aussi derrière. Et donc, au premier nez, c'est ça. Et en bouche, donc quand on le prend, tout de suite, la cannelle passe assez vite pour laisser la place au gingembre. Alors, c'est un gingembre biologique qu'on achète, que je fais fermenter, que je distille. Et ensuite, ce gingembre-là, il est à peu près à 75% d'alcool. On l'ajoute tout doucement à notre rhum jusqu'à ce qu'il chauffe assez, et ce petit côté un peu chauffant en arrière, et qu'il amène vraiment le plaisir de dire que on est autour du feu, on a la cannelle, on a le gingembre, il est agréable, il est seulement à 37% d'alcool, aucune agression en bouche, il tapisse la bouche avec son caramel. Et il y a vraiment un finish à la fin, gingembre cannelle. Donc voilà un peu pour notre présentation de notre rhum après-ski. J'ai bien hâte de voir en cocktail ce que ça donne. Excellent. Je te remercie, Lilian Bouilleur-Descrieux, pour cette super présentation. Allons maintenant voir Rose qui nous préparera un cocktail qui plaira sans doute aux dents sucrées. J'espère que le premier cocktail vous a plu. Cette fois-ci, on se dirige dans une toute autre catégorie de cocktails, c'est-à-dire les sours. Donc, les sours, c'est des cocktails généralement faits avec des blancs d'œufs qui sont assez onctueux. Et cette fois-ci, on l'a appelé le chasse-neige, toujours en lien avec l'après-ski. Et je vais essayer de faire des petites références comiques au chasse-neige. Alors, comptez-les. Donc, on va commencer, bien sûr, avec le rhum. On va en verser 2 onces, donc on va être généreux dans notre rhum. C'est pour ça que c'est important de mesurer aussi. On veut se rendre à la fin de la soirée. Alors, on verse dans notre shaker. Ensuite, on va y aller avec du nectar de poire ou du jus de poire, ce que vous avez réussi à trouver. Ça va vraiment bien se marier avec les saveurs du rhum épicé. Donc, on va en verser 1 once dans le shaker. Voilà. On va poursuivre avec une petite pointe d'acidité parce que c'est vraiment, c'est toujours quelque chose qu'on fait dans les sours. On met un petit peu de sucré, un petit peu d'épicé, non, je vais dire épicé, je peux mélanger. Un petit peu d'acidité, un petit peu de sucré et bien sûr le blanc d'œuf. Donc, on va verser 0,75 onces dans notre shaker. Et encore une fois, c'est important de travailler avec du jus de lime frais puisqu'il y a vraiment une grosse différence. Je le répète souvent, mais il n'y a pas de petite bouteille en plastique qui a été inventée encore qui remplace la lime. Une lime qui a déjà été pressée va prendre beaucoup plus d'acidité que celle qu'on vient de presser fraîchement. Donc, c'est important en cocktail de travailler avec des jus d'agrumes frais. Ça va vraiment tout changer dans votre parcours de mixologue. des grands mots. Alors, on va continuer encore une fois avec le sirop d'érable. On va en verser seulement 0,25 onces. Ça l'expose.
Parce que on a déjà le jus de poire qui est sucré, on a déjà un petit peu de sucre dans notre rhum, donc on ne veut pas trop mettre de sucre. Maintenant, on va passer à l'étape du blanc d'œuf. Donc, on va faire le beau collet de mousse qui ressemble à une tempête de neige. C'est ça, ma référence avec le chasse-neige. Je pensais l'assumer un peu plus. Donc, on va utiliser le blanc d'œuf. Si j'avais jamais utilisé de blanc d'œuf en cocktail, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et c'est vraiment là, c'est pour créer la texture, le petit collet de mousse que vous voyez sur la photo du cocktail. C'est le blanc d'œuf qui amène cette texture-là. Inquiétez-vous pas, ça va pas se sentir, ça va pas goûter l'œuf. Vous allez pouvoir l'essayer, vous allez me croire, mais c'est vraiment un bel ingrédient à ajouter dans son répertoire. Si vous êtes intolérant, si vous êtes végane, il existe des compléments, dans le fond, des émulsifiants véganes qui sont faits généralement à base d'algues. Vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés ou même la distillerie Norrois en fait un. Donc, blanc d'œuf. Alors, je vous conseille fortement de casser votre blanc d'œuf dans la deuxième partie de votre shaker, celle dans laquelle vous n'avez pas mis votre rhum. Parce que si jamais il se passe un petit accrochage, puis que votre jaune d'œuf décide de couler, au moins vous n'allez pas gaspiller votre rhum. C'est ça un peu le but, on ne veut pas gaspiller nos 2 onces de rhum. Donc, vous pouvez le faire dans la grande partie. Si vous travaillez avec un shaker 3 pièces, vous pouvez peut-être le faire dans un petit bol à côté ou vous faire confiance. Vous jugez. Vous jugez c'est quoi votre talent de casseur d'œuf. Alors, on va le laisser tomber. Voilà, ça s'est bien passé quand même pour moi. Il faut que je parle trop vite. Et voilà. Pour les blancs d'œufs, pour avoir un beau collet de mousse, pour avoir une belle pente de neige, c'est très important de le shaker une première fois sans glaçon. Donc, ce shake-là, qu'on appelle un dry shake, va vraiment vous permettre de créer une émulsion sans commencer à diluer trop le cocktail. Donc, on va shaker la première fois. Et je l'ai dit tantôt, mais c'est important de vraiment tenir le haut et le bas de notre shaker, surtout dans le cas d'un blanc d'œuf, parce qu'il va y avoir beaucoup de pression à l'intérieur de notre shaker. Et c'est jeudi, vous êtes déjà fatigué de votre semaine, vous n'avez pas besoin de ramasser un dégât de blanc d'œuf. Alors, on shake. Et là, on essaie de faire vraiment monter notre blanc d'œuf jusqu'en haut. Et vous allez le sentir dans votre shaker, vous allez sentir une tension. Quand vous pensez que c'est assez, vous arrêtez. Ça devrait être assez. Donc, on ouvre. Et là, on va faire le shake classique. Donc, on ajoute les glaçons. Parce que quand même, c'est très important de le refroidir, le cocktail. Et voilà. Donc, encore une fois, avec vigueur et sourire. Une fois que notre shaker est bien froid, vous le voyez ici, je peux même faire un cœur ou une pente de ski, hein, parce que j'ai dit que j'allais faire des gags de ski. Donc, on l'ouvre. Ça se peut que c'est un peu plus difficile à ouvrir puisqu'il y a beaucoup de tension. On va prendre la coupette ici. Moi, je l'ai refroidi préalablement. Je vous conseille vraiment de faire ça avec vos cocktails. Soit vous mettez des glaçons à l'intérieur ou sinon, vous le déposez dans le congélateur pendant que vous faites votre cocktail. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de garder la température de votre cocktail plus longtemps. Donc, meilleur plus longtemps. Je vais utiliser encore une fois la passoire fine. Si vous l'avez, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez cette tempête de neige se passer dans mon verre. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de commencer avec un concept comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, le collet va se faire, c'est sûr, avec le temps, ça va monter. Puis, vous allez avoir vraiment cette belle texture-là en bouche. On va terminer avec un bâton de cannelle. Ça va rappeler la cannelle qui est vraiment présente dans le rhum l'après-ski. Si vous avez des bâtons de cannelle, je vous suggère fortement de travailler avec ça. Si vous avez seulement de la cannelle moulue, allez-y. Mais pour la prochaine fois, je vous conseille d'essayer. Vous allez voir la différence. Ça va être beaucoup plus puissant avec la cannelle. Et là, ma dernière joke de ski, je vous le promets, c'est de faire une petite neige ici. Hein? On neige la cannelle. Voilà, voilà. Et voilà, donc j'espère que ce cocktail-là va vous plaire. Vous allez voir, vous allez dans un tout autre univers de cocktail. Et on se revoit très bientôt pour un dernier cocktail. Santé! Merci beaucoup, Rose. Encore une fois, tu sais rendre le tout vraiment très agréable à l'œil et j'avoue qu'il commence à faire très soif à la régie. Rebonsoir à tous, c'est Julie au micro pour cette deuxième période d'interaction. On a reçu encore quelques textos qui s'adressent particulièrement à vous, Lilian. Alors, première question, on nous demande pourquoi faire, on en a eu plusieurs comme ça, pourquoi faire 2 rhums épicés différents?
Alors pourquoi faire 2 rhums épicés? Parce que moi je pense que il y a plusieurs gammes qu'on peut encore faire. Je pense déjà à un troisième. En règle générale, quand on goûte les rhums épicés, ils vont seulement sur vanille et cannelle, ou juste la vanille à fond et ça permet pas de pouvoir développer toutes les subtilités. Là, j'ai voulu jouer à la fois sur les degrés d'alcool, mais aussi à la fois sur les arômes et les épices, puisque le premier rhum épicé, Rosemont, lui, c'est une infusion de canneberge qu'on presse et qu'on laisse infuser et qu'ensuite on presse pour extraire le jus de canneberge, d'où le petit côté un peu rosé, et où je vais sur des épices, piment oiseau, cardamome, fenouil, anis étoilé, racines de réglisse et un peu de rhubarbe. Tandis que l'après-ski, c'est vraiment, je trouve, un rhum qui se prête bien à la nordicité du Québec, et notamment cannelle, gingembre, toutes des arômes qui sont très bons Et qui réchauffe. on va dire pour l'hiver, ouais, pour qu'il réchauffe exactement. En effet. Alors après, c'est sûr que peut-être que l'été, il s'y prête un peu moins, mais on peut dire l'après-ski nautique, si je veux reprendre dans les blagues de Rose tout à l'heure. Ah, c'est bon. Mais voilà, on peut décliner la gamme des rhums sur les spices. Quand on visite un peu les distilleries qui font des rhums épicés, on voit que si on fait la Martinique ou la Guadeloupe, les rhums arrangés notamment, les distilleries font 25 à 30 sortes de rhums arrangés. Et est-ce que je peux me permettre, parce qu'on a eu une question aussi, puis Ouais. j'aimerais vous laisser la parole là-dessus. On aimerait savoir pour certaines personnes la différence entre un rhum ambré versus un Oui. rhum épicé. Puis là, vous venez de parler du rhum arrangé, donc ce serait peut-être intéressant que vous nous donniez les différences Oui, alors, pour le bénéfice de tous. D'accord. Tout à fait. Donc le rhum blanc, c'est le rhum blanc, d'accord. Il passe juste en cuve en inox et on le laisse s'affiner comme ça. Le rhum épicé, c'est des rhums qui passent en tonneau, mais dans lequel on rajoute un peu de caramel et ensuite, soit on fait infuser des fruits, on met des épices et tout ça, tandis que le rhum ambré, lui, passe uniquement en tonneau. Généralement, on met en tonneau entre 65 et 70% d'alcool et ensuite on l'affine. Et on peut sortir des rhums de 2, 3, 4, 5 ans, mais généralement, c'est 2 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans d'âge. On est là-dessus, nous. Les tonneaux sont pas mal pleins, justement, pour sortir un 5 ans dans pas très longtemps de nos rhums ambrés, qui vont être des rhums ambrés. Ah, d'accord, super, merci. Alors que le rhum arrangé, c'est des rhums où on met des fruits en entier, dedans, dans la bouteille, et en plein soleil. Et donc, soit des quartiers d'orange, de pamplemousse, c'est un peu tout ce qu'on trouve, de la papaye, de la mangue. J'en ai goûté d'excellents avec de la noix euh, de cachou et maracuja. C'était excellent dans ce que j'ai pu goûter. Donc, j'avoue que le Rosemont épicé peut prêter à confusion parce qu'il est entre le rhum arrangé et le rhum épicé, puisqu'on met des fruits dedans. D'accord, merci pour toutes ces belles précisions. Et justement, quelqu'un nous dit que vous semblez donner dans une grande variété de spiritueux. Et on aimerait savoir, est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné du tout? Peut-être vous allez vouloir garder ça pour vous, mais on est entre nous, là. Non, c'est une bonne question. Alors, l'alcool qui m'a posé le plus de problèmes dans ma vie à faire, c'est l'alcool de coin. D'ailleurs, je reviens d'Europe, je suis en 14e à la distillerie parce que j'ai fait 3 semaines en France et distiller du coin, c'est toujours compliqué parce que c'est un fruit qui est très sec, qui ne donne pas de jus et on doit le faire macérer soit dans du jus de pomme, soit dans du jus de poire pour le sortir. Mais autrement, je dois vous avouer que ce qui m'a posé le plus de problèmes derrière moi, c'est le gingembre. Le faire fermenter, le distiller, il s'est avéré, j'ai découvert quelque chose en le distillant, c'est qu'une fois qu'on a tiré l'alcool du gingembre, il y a une huile qui se met à couler. Mais une huile, je pourrais vous montrer, là j'ai un seau de 25 litres, une huile noire quasiment pas quasiment, mais comme de la sauce soya. C'est noir et c'est aromatique à fond. Et en fait, le gingembre donne une espèce d'huile. Et à ce moment-là, j'ai appelé Charles-Antoine Crête du Montréal Plaza. Et je lui ai dit, faut vraiment que tu viennes voir ça. Il y a quelque chose qui vient d'arriver, là. J'ai jamais vu ça en distillation, en 25 ans de distillation. J'ai jamais vu ça. Et j'ai découvert ça. Donc voilà, le gingembre, faut pas le tirer trop loin.
qu'après, ils donnent une huile noire qu'on peut récupérer puisqu'elle ne se dilue pas avec l'alcool. Ah, d'accord. Mais autrement, non, je dois vous avouer que je l'ai un peu facile puisque dès que je suis un peu confronté à quelque chose, j'appelle dans ma famille, je demande tu ferais quoi, comment ça marche, puis on travaille souvent ensemble là-dessus pour essayer de trouver. Donc non, pas d'erreur, j'ai jamais raté de batch en tant que tel, mais il y en a plusieurs qui m'ont donné des cheveux blancs ou perdre des cheveux, j'en ai plus beaucoup. Donc, la main heureuse et bien encadrée avec la tradition familiale. C'est super. Exactement. J'ai une Exactement. question aussi. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on a des auditeurs qui commencent à avoir une petite fringale et on nous dit que la presqu'île est un rhum épicé pourvu d'une belle finesse et d'une complexité. D'abord, bravo parce que c'est des compliments qui vous reviennent. Merci. Ouais, donc, c'est une personne qui aimerait le déguster seul sur glace et aimerait savoir ce que vous suggéreriez en accompagnement. En accompagnement, alors j'ai vu que dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait une recette sur Internet comme une espèce de tarte tatin avec des poires que j'ai partagé. Donc, si vous voulez aller sur mon profil Facebook, vous pouvez aller le voir. Moi, comment je l'aime, la presqu'île, je l'aime vraiment comme un espèce de vin chaud. Moi, je bois tous mes alcools, pas de glace, nature, jamais glacé. Mon grand-père appelle ça un cache-misère quand on le met au froid, parce que ça permet d'avoir tous les arômes quand on le boit à température ambiante. C'est pour ça que quand on est en concours de spiritueux, tous les alcools nous viennent à température ambiante. Comment je le prendrais? Moi, c'est souvent à l'apéro, comme ça, pour le prendre, mais j'avoue que bon nombre de mes amis le prennent en digestif à la fin du repas. Pour le prendre. Parce que pas fort, il se boit bien, pas trop sucré non plus. Mais moi, comment je le vois là, c'est, vous savez, pour Noël, on fait des arachides grillés, des amandes grillées, un peu sucré-salé, les noix de pacane et tout ça, grillées, sucré-salé. Vous nous donnez vraiment l'eau à la bouche. Je vois bien avec ça, moi, avec les noix. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui complète la période de questions. Simon, je te cède la parole pour la suite. Merci, Julie et Lilian. C'est maintenant le temps de notre dernier invité, Philippe Leblanc, nouvellement propriétaire de la distillerie Mariana, qui est connu pour plusieurs succès, dont l'Amaretto Avril, le Gin Canopé ou encore le rhum Mort-Bleu. Mais c'est pour venir nous parler de la crème des crèmes, soit le Saint-Crème, qui est avec nous ce soir. Et avant de sauter au dessert, je vous propose un avant-goût en allant visionner la vidéo suivante. Ces temps-ci, on a tous besoin d'un petit remontant. Et vous voudrez que Saint-Crème fasse partie de votre quotidien. Avec son goût de caramel et de vanille, qui nous rappelle le sucre à la crème. Que ce soit au chalet ou dans le confort de votre maison, on vous invite à trinquer de loin, parce que la famille reste ce qu'il y a de plus important. Saint-Crème, la crème qui nous rassemble. Bonsoir Philippe et bienvenue. Salut Simon. Excellent. Dis-nous tout sur Mariana et sur cette crème qui, n'ayons pas peur de le dire, s'en vient une des crèmes chouchou des Québécois. C'est gentil, merci beaucoup. Ben, écoute, la distillerie Mariana, on fête les 5 ans cette année. Je te dirais, c'est une des pionnières dans les micro-distilleries québécoises indépendantes. Pour ceux qui se demandent Mariana, ça vient de où le nom? C'est les fondateurs de la distillerie, en fait, qui sont deux Gaspésiens à l'éducation forestière. Donc, l'un des deux est ingénieur forestier avec une maîtrise en gestion de l'environnement. Puis, son acolyte de toujours était travailleur forestier aussi. Donc, ils ont fondé la distillerie Mariana. Donc, Mariana, c'est le mot latin pour l'épinette noire, parce que l'épinette noire, c'est un petit peu le symbole emblématique de la forêt boréale qui nous entoure. Donc, le premier produit de la distillerie, c'est le gin Canopé, qui est un des premiers gins forestiers. Maintenant, il y en a plusieurs. La palette est incroyable. Donc, c'est un gin, évidemment, à l'épinette, également au bois d'érable et de chêne. Et s'en est suivi d'autres produits, toujours à l'inspiration forestière, tels que l'Amaretto Avril, que certains connaissent. Un Amaretto sucré au sirop d'érable, encore une fois, et autres produits. Je te dirais, entre l'origine, la genèse de la distillerie,
et ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu quand même une certaine évolution en termes d'âme puis en termes d'ADN. Moi, je la décrirais comme une distillerie qui est hors sentier. Donc, ça fait un lien un petit peu au passé forestier, mais hors sentier, sans balise. Nous, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est prendre des classiques internationaux et les réinventer, amener beaucoup de jeunesse, beaucoup d'innovation. Dans le cas de l'Amaretto Avril, par exemple, elle contient du coconut, du café. C'est vraiment un classique de plusieurs années qu'on a vraiment mis une twist un peu exotique. Donc, on aime sortir un petit peu des sentiers battus, puis venir là, mettre beaucoup de saveurs. La signature de la distillerie Mariana, c'est des produits qui sont savoureux, c'est des produits qui viennent exciter les papilles. On est très axé sur le plaisir gustatif, plaisir organoleptique, et aussi le plaisir imaginaire. Donc, on se fait beaucoup complimenter sur le look, sur le brand. Donc, dans le cas de Saint-Crème, par exemple, c'est une crème de sucre à la crème. C'est très terroir, c'est très rassembleur, c'est une expression que mes arrière-grands-parents disaient, que mes grands-parents disaient, qu'on ramène au goût du jour. Donc, on aime beaucoup aller en profondeur dans tout le goût du produit, mais aussi vraiment l'univers qui l'entoure. Si on va rapidement à travers le portfolio, on a le gin Canopée, qui est notre gin forestier. On a également notre gin Violette, qui est floral, qui est d'un look très délicat, mais très, très puissant aussi au niveau organoleptique, là, sur le genièvre ainsi que sur l'ensemble des fleurs sauvages. On a récemment notre dernier produit qui est le gin Loop. C'est un gin lime et gingembre. Vraiment contemporain, nouveau genre. On travaille avec l'entreprise Loop, une gang de Montréal qui récupère les fruits et les légumes qui sont destinés au rejet alimentaire. Donc, eux, ils ont des pressoirs, puis ils reçoivent les racines de gingembre et la lime, ils pressent ça en jus. Nous, on fait un distillat de genévrier, un alcool de patate aussi qu'on reçoit là, des retailles de patates de l'entreprise Yum Yum, puis on distille l'alcool de patate. Donc, on met une partie d'alcool de patate, une partie d'alcool neutre là, de maïs, distillat de genévrier, puis on vient aromatiser ça avec les jus lime et gingembre. Donc, tu sais, c'est vraiment c'est pas... ça brise les paradigmes. Ouais, ça brise les paradigmes, mais tu sais, ça amène vraiment, je trouve, une nouvelle génération de produits, si tu veux. Donc, on a ça, on a une gamme de rhum aussi, le rhum Mort-Bleu, un rhum qui est épicé, ainsi que le rhum Mort-Bleu au chocolat, qui est plus digestif sur glace en espresso martini. Donc, Mort-Bleu à caractère marin, à caractère aventurier. C'est un terme que les marins disaient quand il y avait le vent dans la voile, comme on dit. Donc, un petit remontant au rhum, là, ça se prend bien. On a aussi une liqueur d'absinthe qui s'appelle Balzac. L'absinthe est un spiritueux qui était consommé par beaucoup de poètes français, des artistes, Van Gogh, Balzac évidemment. Donc, on a fait cette absinthe-là, un peu mystérieuse. Pourquoi c'est une liqueur? C'est parce qu'on la sucre légèrement. La bonne manière de boire de l'absinthe, c'est en faisant... si tu veux infuser là, un cube de sucre avec des gouttes d'eau chaude avec une fontaine d'absinthe. Parfois, les gens n'ont pas cette fontaine-là à la maison. Donc, nous, on fait cette étape-là à la distillerie, puis on fournit le produit là, prêt à allonger d'eau, puis déguster. Finalement, on a un apéritivo zeste qui est dans le style d'apérole, mais un petit peu moins amer. Donc, on est moins intense sur la gentiane, ce qui fait qu'il est très fruité et très accessible et très versatile. Autant dans une sangria que dans un spritz. C'est très summer vibe. C'est très agréable à déguster. Je te dirais que on a 5 ans. On a aussi des whiskies. On a des single malt qu'on a fait de la région. On n'avait pas l'équipement complet pour vraiment faire un gros programme whisky. Donc, on a travaillé en partenariat avec la microbrasserie Nouvelle-France qui est chez nous à Mauricie. Donc, la microbrasserie faisait le mou de bière. Là. On sélectionnait notre malt avec le maltraiteur qui est en région. Donc, le maltraiteur envoyait son malt à la microbrasserie qui nous renvoyait le mou, on distillait ça. Donc, c'est vraiment un whisky qui est 100%
de la Mauricie, tripartite. On en a quelques dizaines de barils à la distillerie. Donc, c'est pas pour une commercialisation court terme, mais si vous passez, ben, vous viendrez nous voir puis on vous fera déguster à même le casque. Donc voilà, c'est pas mal qu'est-ce qui fait le tour un peu de l'histoire de la distillerie. Moi, dans mon cas, je suis nouveau propriétaire, comme tu disais, depuis 1 an. J'ai fêté l'anniversaire de Reprenariat le 1er novembre dernier. Mon background était à promouvoir le terroir québécois à l'international. Donc, je représentais un groupe de 2000 producteurs agroalimentaires de sirop d'érable, canneberge et miel. Ceux qui ne le savent pas, le Québec est le 2e plus gros producteur de canneberge derrière le Wisconsin et coude à coude avec le Massachusetts. Donc, c'est un produit qu'on peut être super fier. Donc, moi, ma passion, c'est vraiment de faire connaître le terroir québécois à l'international. Puis, c'est aussi là, la direction à laquelle qu'on va s'en aller bientôt, là, de vouloir sortir nos produits aussi ailleurs. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. C'est sûr qu'on va passer te voir. Alors, maintenant, quand je vous parlais de dessert, vous allez voir que je vous mentais pas. On va se diriger vers Rose qui va nous préparer le prochain cocktail. Et oui, toutes les bonnes soirées finissent par un dessert. Alors, je vous ai préparé un dessert alcoolisé. La crème, on pourrait la réinventer dans plein de cocktails, mais je pense qu'elle est à sa meilleure expression quand on l'utilise avec des ingrédients comme de la crème glacée ou du café. Alors, j'ai décidé de vous faire le Mariana Milkshake, donc un milkshake avec de la crème glacée au chocolat et du lait, milkshake. Alors, moi, je vais le faire au blender, mais si à la maison, vous n'avez pas le blender à proximité, eh bien, vous pouvez le faire dans votre shaker. Il n'y a pas de problème, c'est juste que vous allez devoir travailler un petit peu plus fort. Alors, si jamais on perd la connexion, tout le monde, c'est parce que le studio a explosé à cause de la force de mon blender. Mais j'espère vous revoir après, après ces étapes. Alors, on va verser 2 cuillères à crème glacée dans notre blender. Soyez généreux dans vos scoops, là. On veut que ça goûte. Ensuite, on va y aller avec 4 onces de lait. Donc, vous pouvez y aller à l'œil pour ça, là. Vous connaissez la grosseur de vos verres. Et voilà. Puis, on va terminer avec la crème de la crème. La Saint-Crème. Alors, on va y aller avec 1 once et demie environ de crème. Moi, je préfère pas trop en mettre parce que déjà, on est dans un côté assez sucré, comme vous avez pu le voir. Mais si vous êtes jeune et si vous dormez bien la nuit, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Alors, on va verser 1 once et demie. Et voilà. Si vous voulez une texture un peu plus slotch, vous pouvez ajouter des glaçons à l'intérieur. Si vous voulez vraiment la texture milkshake, je vous conseille de le laisser comme ça. Puis, c'est là qu'on se croise les doigts, mesdames et messieurs, qu'on va se revoir. Et voilà, on me confirme que vous êtes toujours là. C'est parfait, je ne voulais pas vous perdre, il reste encore du contenu intéressant. Alors, on va le verser maintenant dans un verre. Et voilà, jusqu'à la dernière goutte, très important. Et comme si ce n'était pas assez de sucre et de gourmandise, on va quand même terminer avec un petit peu de chocolat râpé sur le dessus. Alors, voilà, parce que comme je disais, ça prend toujours une petite garniture. Alors, on y va généreusement. Et je ne sais pas si vous avez les effets sonores, mais c'était comme une mélodie. Parce que ce cocktail chante, mesdames et messieurs, il chante mon nom. Alors, on va terminer avant de goûter avec une paille parce que je pense que c'est plus intéressant de boire des milkshakes à la paille. Si vous avez des pailles réutilisables ou des pailles compostables, c'est encore mieux. Faites attention à notre planète. Et voilà, santé, j'espère que vous avez apprécié les 3 cocktails. D'ailleurs, je suis vraiment très curieuse de connaître vos impressions, de savoir quel cocktail vous avez préféré. Alors, laissez-nous savoir ça. Puis, encore une fois, je vous le répète, les recettes sont disponibles sur l'espace cocktail. Alors, si vous voulez refaire ces recettes-là pour impressionner vos invités durant le temps des fêtes, vous pouvez les retrouver sur le site de la SAQ. Santé! Très chère Rose, là, tu viens de nous achever, puis c'est pas à cause du mélangeur, mais vraiment, ce 3e cocktail est tout à fait sublime, mais ça se pourlèche les babines en studio, je le confirme. Philippe, je vais maintenant m'adresser à vous pour cette dernière période de questions. Donc, on a reçu un message texte qui va comme suit. Vous nous parlez du Gin Loop. Est-ce que c'est prévu de lancer d'autres produits, d'autres marques sur ce principe d'économie circulaire? Je vous répondrais qu'on est en discussion justement avec l'équipe de Loop. On avait quelques idées aussi.
c'est sûr qu'on est une entreprise en croissance, puis on doit faire une croissance contrôlée. Donc, l'ensemble de nos produits ont un bon rythme de croissance. Donc, on s'assure de vraiment mettre les efforts à fournir là, la SAQ sur ces produits-là. Puis, au mesure qu'on fait des investissements là, en équipement, on réussit à dégager un petit peu de capacité de production excédentaire. Donc, quand on arrivera à cette capacité de production excédentaire, absolument, on a des idées avec la gang de Loop. C'est du monde super créatif. Et nous aussi. Fait qu'on... À suivre, mais sans doute. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle. On me dit aussi, on apprend que tu es dans l'industrie depuis peu. Une personne aimerait savoir si tu étais dans le domaine avant ou c'est une réorientation de carrière totale. Oui, ben en fait, j'étais dans le monde agroalimentaire, puis j'ai fait beaucoup de salons internationaux dans l'agroalimentaire. Donc, dans ces salons-là, on voit vraiment les tendances du marché. Dans les tendances. Donc, par exemple, je me souviens, il y a 2 ans, le turmeric était super populaire en Europe, puis là, maintenant, ça arrive beaucoup en Amérique du Nord. Donc, je pense que ce background-là me permet d'avoir des bonnes idées vers quelles seraient les nouvelles saveurs tendances. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux mettre à contribution dans mon poste actuel. Mais, somme toute, c'est effectivement une nouvelle carrière. J'ai des gens à l'interne qui s'occupent vraiment des opérations. Moi, je suis plus en gestion administrative de l'entreprise, mais on est 9 à la distillerie Mariana. On a 4 personnes à temps plein en production, 1 personne à temps partiel. On a un rep, on a une nouvelle fille là, en communication récemment. Puis mes 2 parents qui sont retraités puis qui travaillent avec l'entreprise. Donc, on a une bonne équipe pour s'assurer là, que tout se fasse dans les règles de l'art. Génial. Quelqu'un qui est déjà très fan du canopé demande si vous croyez faire bientôt un nouveau gin. Moi, j'aimerais bien faire un canopé vieilli parce que canopé a 5 ans. Je pense que ce serait bien là, de faire une version un petit peu plus... c'est ça, un canopé vieilli en fût. C'est ça, on a beaucoup d'idées de nouveaux produits, mais comme je disais, là, on doit prendre notre temps d'assurer la croissance stable avant de commencer à lancer des nouveaux produits. Super. Quelqu'un nous demande quel serait le produit dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Le produit que je suis le plus fier, je dois vous dire qui est pas commercialisé, mais c'est vraiment notre whisky single malt. C'est les anciens propriétaires qui les avaient fait dans un petit alambic de 300 litres. Donc, il y avait vraiment beaucoup de... Je pense que c'est 3 fois distillé parce que le rendement n'était pas extraordinaire, mais contact avec le cop, puis il est très, très bon. Donc, je pense que c'est notre whisky. Puis, dégustable sur place quand on sera en mesure de recevoir de la visite, comme on dit. Super, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Je crois qu'on va assurément suivre tout ça avec attention. Il me semblait que j'en avais une autre. Ah non, j'allais jumeler avec une autre question. Et maintenant, le temps est venu pour nous de vous dévoiler les 2 gagnants de la soirée. Alors, roulement de tambour. On aimerait féliciter Héloïse Morin et Marc-Antoine Hébert. Bravo pour la justesse de vos réponses. Alors oui, c'était bien l'alambic à repas sous le pot still en anglais pour la première réponse. Et pour la seconde, c'était bien 20 onces de rhum ou de gin par jour. Et ça, c'était à peu près vers la fin du 17e siècle. Alors, aux gagnants, je vous confirme qu'on aura une personne ici qui va communiquer avec vous prochainement pour vous expliquer comment vos prix vous seront acheminés, mais soyez sans crainte. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, mais je redonne la parole à mon collègue Simon. Merci beaucoup, Julie. Rose, messieurs, avant de terminer la soirée, rapidement, avez-vous des scoops pour nous, nouveautés à surveiller ou simplement un mot de la fin? Oui, en fait, là, déjà disponible à des distilleries à Côte-des-Saints, si vous êtes dans le coin, bientôt à la SAQ, 2 produits. D'abord, le soupçon de cacao, qui est essentiellement le produit de 3 fèves très rares qui proviennent du Pérou, qui sont là-bas fermentées à chaud et à sec avant d'être ici torréfiées et fermentées une deuxième, pas fermenté, mais distillé une deuxième fois chez nous. Il devrait peut-être avoir le mot « danger peut créer de l'accoutumance » sur cette bouteille-là. Et notre autre produit, le nuage de menthe, qui a eu la chance d'avoir un master
un prix Master Liquor à Londres aussi. Mais pour nous autres, 2022, c'est la date, c'est l'année à retenir, c'est l'année où notre whisky va sortir sur les tablettes. Et ça, pour avoir un peu triché, pour avoir fait de la recherche et développement et du maintien de qualité, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que je vous invite tous, 2022, le whisky. Excellent, on va surveiller ça de près, François. Lilian? Alors pour nous, à la distillerie de Montréal, en ce moment, on est en train de jouer dans la fleur de sureau et la baie de sureau. Alors pour ceux que ça intéresse, on va probablement faire une liqueur de sureau. On a eu la chance de pouvoir récupérer les cueilleurs du Tokay et du Montréal Plaza, qui sont nous cueillir des fleurs de sureau tout l'été et de la baie de sureau ensuite, qu'on puisse faire une liqueur. Et de surveiller aussi, normalement, une tequila devrait sortir, puisqu'on est en train de jouer dans l'agave bleue biologique en ce moment. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Lilian. Philippe? Oui, écoute, je vais m'étirer le coup un petit peu parce qu'il n'y a rien de confirmé. On travaille très fort en cette direction. Moi, je te dirais, mon rêve est pas mal de faire de la distillerie Mariana un lieu de rassemblement là, hors COVID, là, évidemment. Là. Mais de faire la distillerie Mariana, c'est ça, un lieu que les gens peuvent venir, peuvent apprendre, peuvent déguster, peuvent aller au bar, puis aller derrière le bar, puis dire au barman, écoute, je veux un Amaretto Sour, mais je veux que tu me montres comment le faire, tu sais, puis qu'ils puissent retourner chez eux, puis partir avec ce knowledge-là. Fait que, une grande famille, tu sais. Fait que je travaille assez fort avec la ville de Trois-Rivières pour voir peut-être implanter la distillerie au centre-ville, pas loin de la rue des Forges. Dans le cœur, c'est sûr qu'il y a des complications au niveau du code du bâtiment pour rendre des activités là, possibles. Mais on travaille d'arrache-pied là, conjointement pour faire ça. Excellent, merci beaucoup, Philippe. Et maintenant, à toi, Rose. Écoute, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour 1 ou 2 cocktails dans la prochaine année, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis certaine que ça va vous intéresser. D'ici là, je vous conseille la lecture et les cocktails du livre L'apéro au Québec. À l'intérieur, vous allez trouver 55 recettes de cocktails qui sont faits uniquement avec des alcools locaux et des ingrédients de saison et frais, bien sûr. Il y a également des reportages sur des distillateurs et des artisans du Québec. Alors, c'est un excellent cadeau de Noël, je dis ça comme ça, mais on se revoit en 2021 avec plein de beaux projets. Excellent, merci beaucoup, Rose. À la maison, soyez sans crainte. Moi et Rose, on se trouve à plus de 2 mètres de distance et respectons les normes. C'est simplement la magie du cinéma. À la maison, encore, je vous rappelle que les 3 produits de votre coffret sont disponibles à la vente sur saq.com et en succursale avec tous les autres beaux produits de nos distillateurs. François, Lilian, Philippe, merci énormément pour votre temps et de vous être prêtés au jeu. Merci également à toi, Rose, de nous avoir fait découvrir plein de beaux cocktails. Merci à ma collègue et co-animatrice Julie et surtout merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié et on vous rappelle que pour chacun des coffrets vendus, 5 $ ira aux banques alimentaires du Québec. Alors n'oubliez pas qu'avant de bien boire, il faut bien manger. Santé à tous.